Francis Villon s'accorde pour dire que les hymnes orphiques n'ont qu'un seul souci, c'est le monde d'ici et la réalité la plus crue. Avec Fritz Graf, je suis un petit peu plus réservée. Je dirais que les hymnes ont un côté plus sombre. Il y a des éléments qui font peur, il y a des fantômes, des apparitions, qui rendent fous, des âmes terrifiées par leur destin terrible, etc. Donc on a une grande présence de divinité chthonienne, dont Dionysos. Cet aspect me pousserait à disons, chercher ailleurs. Je ne sais pas si on peut vraiment les raccrocher aux lamelles d'or. Les lamelles d'or, pour moi, c'est des textes tout à fait orphiques. Et je ne sais pas, il y a des gens, même dans cette salle, qui ne sont pas tellement d'accord avec cette position. C'est la tendance, le Radcliffe Edmonds, qui est très présent dans le monde anglophone, pense que ce n'est pas des textes orphiques. Pour moi, ça en est. Et je le trouve de plus en plus. J'ai été beaucoup influencée par Pugliese Caratelli, cet excellent épigraphiste, puis aussi maintenant aussi par une des lamelles de Tourilly, c'est le numéro 47 dans la collection de Kern, mais qui a une série de noms qui pour moi sont très caractéristiques de l'orphisme. Est-ce qu'on peut les ramener avec les hymnes? Il y a quand même un temps, c'est pas la même époque, mais quand même on a une tablette tardive, mais voilà. Bon, conclusion. Pour essayer de ramener nos hymnes dans un contexte plus large, disons 2e, 3e siècle, on a des changements dans les mythes, on a des changements dans l'usage du « je ». Galien, par exemple, utilise le « je » beaucoup plus que ne le font les auteurs plus anciens. On a l'émergence de différents courants chrétiens, païens, divers. On a une explosion des inscriptions et on a une réflexion sur la prose et la poésie. Et ça serait intéressant de les insérer, et c'est ce que je voulais faire, dans cette problématique. C'est difficile à faire. Dans les hymnes orphiques, je ne pense pas qu'il y ait une critique du mythe, comme on l'a par exemple chez Lucien, chez Dion, dans les romans. Je ne pense pas qu'on a une utilisation très littéraire du mythe, comme on l'a justement par exemple dans les romans avec les ekphrases, etc. Mais on a peut-être une théogonie qui est alternative par rapport à d'autres théogonies. Par rapport aux rites et aux mystères, nous pouvons noter que c'est des offrandes végétales qui sont mises de l'avant au début des différents hymnes, mais est-ce que ça dit vraiment quelque chose par rapport au sacrifice animal? C'est pas sûr, parce qu'on manque de contexte. Donc, on n'a pas des éléments très originaux sur ni les mystères ni les rites, mais je pense qu'il y a peut-être plus à faire en essayant de mettre ensemble ce qu'on peut mettre ensemble. C'est quand même assez intéressant d'avoir ces éléments qui se trouvent dans un même texte, qui est un texte allusif mais cohérent, et peut-être d'arriver en travaillant comme vous le faites à plus sur ces éléments. Je m'excuse beaucoup d'avoir dépassé le temps, mais j'ai essayé de bien mettre en lumière les difficultés aussi du texte. La parole est à la salle. Qui veut démarrer et prendre la parole? Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais demander à Madame Morin sur j'imagine qu'on a parlé des hymnes orphiques et des textes orphiques à l'époque impériale, non? Et alors, comme les contextes archéologiques des hymnes orphiques, des lamelles d'or, vous avez parlé des lamelles d'or, ont donné beaucoup des éléments nouveaux d'évaluation pour la partie pré-romaine.
je vais souligner l'importance des trouvailles dans les tombeaux, dans les nécropoles de la Grande Grèce. Pas seulement pour les lamelles orphiques, pour les textes qui sont devenus les plus importants, plus diffusés, parce que c'était des textes qui ont été commentés, mais surtout pour les contextes archéologiques, pour les trouvailles dans les nécropoles, dans les tombeaux. Et je voudrais me référer, comme vous avez parlé aussi de Protogone et de Phanès, de l'importance du tombeau du Métaponte, qui est pré-romaine, mais qui a montré, par exemple, dans le mobilier funéraire, la présence de l'œuf, de cette sculpture de Phanès qui sort de l'œuf, etc. Donc, il y a toute une partie archéologique qui sert à mieux contextualiser même les textes dans la partie pré-romaine. Je voulais savoir si le même travail a été fait par la période romaine, par exemple dans les rituels funéraires romains, si c'est ou dans d'autres contextes archéologiques, si c'est possible de retrouver une présence de la tradition orphique comme on l'a retrouvé dans les textes littéraires. Alors, dans des... je ne suis pas archéologue. Je ne suis pas archéologue. Mais dans des... avec les lamelles, c'est intéressant aussi la présence de linceul, d'un contexte funéraire et de texte. Vous avez évoqué le relief de Modena, qui montre justement un protogonos qui a ses ailes, qui a le serpent, etc. Ça fait partie, c'est quelque chose d'assez tardif. Ça, c'est un élément qui peut être versé au dossier. Il y a un certain nombre de choses, mais je dois dire que pour vraiment des contextes orphique d'ensevelissement, je ne sais pas si j'ai pas des idées très plus précises que ça. Nicole. Oui, le protoconos, il a été trouvé en contexte mitriaque. Hein. Oui. Oui. Donc ça met aussi, enfin c'est tout le problème justement d'une diffusion de l'orphisme dans la tradition aussi éleusinienne. Tout à fait. Je voulais vraiment, je peux. Oui, je t'en prie. Je voulais vraiment vous remercier pour vos deux communications. Enfin, c'est une merveille ce colloque. Vraiment, vraiment merci. Deux choses. On va, puisqu'on était sur les tablettes. Je suis tout à fait d'accord. Hein, je pense que parce que c'est de toute façon la technique de l'hymne hein, pour le deuxième document, l'hymne à Déméter, sur l'exploration du non divin. Hein, ça, je crois que c'est tout à fait convaincant, mais je voudrais surtout retourner à ce texte, parce qu'on a dans ce texte des formes ou des adjectifs que moi j'ai sur des inscriptions du IIe siècle. Hein, et en particulier Iméroès. J'ai dû la passer hier. Et donc, évidemment, la question que je me pose, alors j'avais dit combien le problème de ces inscriptions du IIe siècle, c'est du fait qu'elles sont épigrammatiques. Qu'est-ce qu'on fait de l'importance du vocabulaire poétique? Donc voilà, du coup, je me demande si je ne vais pas essayer de faire un parallèle, enfin une comparaison du vocabulaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous aussi, même si vous êtes plus réservé, sur l'insistance sur la vie d'ici-bas. Et pour donner un exemple beaucoup plus tardif, vous vous souvenez, Philippe, que dans les hymnes de Proclus, ce que Proclus demande à Athéna, d'abord, même si à la fin on a évidemment que j'atteigne la vérité, dans le dernier vers, mais sinon il détaille, c'est dans l'hymne d'Athéna, hein, il détaille les bienfaits de la vie qu'il veut. Il veut une femme, il veut une maison, il veut un travail, c'est marqué explicitement. Donc je crois que, voilà, je me demande dans quelle mesure on n'a pas spiritualisé quelquefois les attentes qu'on a dans ces textes.